Bonjour à tous. Puisque le thème du 17 octobre c'est métamorphose, on va parler de transformation. On verra comment la quantité de mouvement se transforme en la position, et réciproquement. Il sera question de mécanique hamiltonienne, de transformée de Fourier, et de mécanique quantique. Dans l'élaboration de cette vidéo, il s'est posé la question des formules mathématiques. J'ai très vite décidé de toutes les montrer. Si vous ne les comprenez pas, ça ne fait rien. J'attirerai peut-être votre attention sur un signe moins de temps en temps, ou à la structure qu'elles ont, mais les symboles n'ont aucune importance. Seulement, je les trouve jolis. Donc ils seront là pour ça, pour faire joli. Ça vous va? On est parti. Commençons par regarder les objets qu'on va étudier. On va les définir proprement. En tout cas, on va essayer. On se placera, pour tout simplifier, en une dimension. Sur un axe. On commence par la position. La position, c'est une grandeur physique qui permet de se repérer par rapport à un point. On la notera x. Ici, x vaut 3 mètres. Ici, moins 2 mètres. Jusque-là, tout va bien. Maintenant, le deuxième objet qui va nous intéresser, c'est la quantité de mouvement. On la notera P. Formellement, la quantité de mouvement d'un objet, ou bien son impulsion, c'est sa masse fois sa vitesse. Comment on peut le comprendre? Faisons un petit effort de traduction. En anglais, la quantité de mouvement se dit momentum, qu'on pourrait traduire par élan. Et ça aide bien à se le représenter. Plus un objet est massif, plus il a de l'élan, plus c'est difficile de l'arrêter une fois lancé. Et c'est pareil avec la vitesse. Plus un objet est rapide, plus il est difficile à arrêter, plus il a de l'élan. Tout cela est résumé par le principe fondamental de la dynamique. La variation dans le temps de l'impulsion est due à la présence de forces extérieures. Plus on veut la faire varier, et plus il faut de force. Exemple avec cette voiture, la force exercée par le mur a fait varier sa quantité de mouvement. Ce principe fondamental de la dynamique, c'est la formulation newtonienne de la mécanique. Ça veut dire que dans ce formalisme, si on connaît les forces, cela nous donne des équations qui nous permettent de connaître le mouvement de l'objet soumis aux dites forces. Tout cela est bien gentil, mais il se trouve qu'en 1833, Sir William Rowan Hamilton reformule la mécanique, créant la mécanique hamiltonienne. C'est-à-dire une nouvelle façon de connaître le mouvement, ne reposant cette fois pas sur la donnée des forces, mais sur la donnée de l'énergie. H, qu'on appelle le hamiltonien du système étudié. Cette fois, on n'obtient plus les équations du mouvement avec dp sur dt égale somme des forces extérieures, mais avec les équations de Hamilton. Et j'aimerais qu'on s'attarde un peu dessus. Qu'est-ce qu'elles racontent, ces équations? Regardons la première de plus près. Ce qu'elle veut dire, c'est que la manière dont varie x dans le temps, symbolisée par la variable t, est donnée par une opération mathématique sur le hamiltonien, opération qui part de p. Cette opération, c'est ce qu'on appelle la dérivée partielle. La variation temporelle de x est la dérivée partielle de h par rapport à p. Et maintenant, regardons la deuxième équation. La variation temporelle de p est moins la dérivée partielle de h par rapport à x. Ce qu'il est intéressant d'observer, ce qui fait que ces équations sont élégantes, c'est qu'on a échangé les rôles de x et p en rajoutant un signe moins. Il y a comme une sorte de couplage antisymétrique entre x et p. Ces deux variables sont conjuguées. Gardons tout cela en tête
et mettons-le de côté un instant. On va parler maintenant de transformée de Fourier. On va partir d'un exemple. Prenons une fonction périodique, c'est-à-dire qui se répète, ici les dents de scie. On la prend périodique de période L. On voit bien que dans cette fonction, il y a la fréquence 1 sur L. En effet, le motif se répète tous les L, la fréquence est l'inverse de la période, 1 sur L. Mais elle n'est pas parfaitement pure. Il ne peut pas y avoir que cette fréquence. Pourquoi ? Parce que la fonction périodique la plus pure, c'est le sinus. Tout cela vient de la définition du sinus. Prenez un cercle et prenez un point qui se déplace à vitesse constante sur ce cercle. Et traçons l'ordonnée de ce point, c'est-à-dire cette position, la position verticale du point, en fonction du temps. Vous obtenez un sinus. Le sinus, c'est la fonction périodique la plus pure parce qu'elle provient du phénomène périodique le plus pur, la rotation. Donc, si nos dents de scie ne sont pas purement la fréquence 1 sur L, c'est qu'il y a d'autres fréquences à l'intérieur. Et bien justement, c'est ce qu'on appelle les séries de Fourier. Un signal périodique, on peut le décomposer en une somme de sinus de fréquence n sur L avec n un entier. Regardons notre signal sur une seule période, puisque toute l'information y est. Notre fonction en dents de scie s'approxime par cette somme de sinus. Et naturellement, tout ce qu'on dit s'applique pour une fonction sur un intervalle de longueur L, puisqu'on peut alors en fabriquer une fonction périodique. Regardons les Cn. En fait, c'est l'amplitude de chaque fréquence. Plus le Cn est grand, plus la fréquence n sur L est importante dans le signal. Dans notre cas, voici la valeur des Cn. On peut donc représenter l'amplitude de chaque fréquence. Mais maintenant, on a envie de regarder les fonctions sur toute la droite, pas que sur un intervalle. Or, on sait ce qui se passe sur un intervalle de longueur L. Faisons tendre L vers plus l'infini. Donc 1 sur L va tendre vers 0. Donc, l'espacement entre les pics diminue et on obtient une belle fonction, f chapeau, la transformée de Fourier de f. On va remplacer le sinus par exponentielle moins ikx, qui a le bon goût d'être à la fois un sinus et un cosinus. F chapeau, c'est l'ensemble des fréquences contenues dans f et leur intensité. Voici plusieurs exemples. Le rectangle devient un sinus cardinal. Cette patate reste une patate. Cette autre patate devient un chapeau pointu. Et maintenant, c'est là que la magie opère. Si on se demande quelles sont les fréquences contenues dans cette fonction qui donne les fréquences contenues, on retombe sur la même fonction. Avec une différence de signe. Vous sentez peut-être déjà le lien avec la mécanique hamiltonienne, ça approche. On dit, à un signe près, que la transformée de Fourier est une involution. La transformée de Fourier inverse de f est, à un signe près,
la transformée de Fourier de F chapeau. Maintenant que nous avons tous les outils en place, nous allons enfin pouvoir tout rassembler en mécanique quantique. L'une des idées fondamentales de la mécanique quantique, c'est qu'on ne va plus regarder une particule comme ayant une position, mais comme ayant une répartition probabiliste sur toutes les positions possibles. Clarifions tout ça. En mécanique quantique, on ne repère plus une particule par sa position x de t, mais comme une fonction d'onde psi de x et de t. Si on veut savoir où est la particule, on n'a pas de réponse bien définie comme en mécanique classique. Tout ce qu'on peut faire, c'est prendre le carré, et alors la probabilité de trouver la particule dans un intervalle, c'est l'air sous la courbe de la fonction d'onde au carré sur cet intervalle. En un sens, par la fonction d'onde, la particule est répartie sur toutes les valeurs de x. C'est la superposition des états quantiques. Puis on la localise en regardant où elle est. Mais ce sort n'est pas uniquement réservé à la position. La même logique probabiliste advient pour l'impulsion. On peut se demander « Que vaut l'impulsion ?» La réponse n'est plus une valeur bien définie comme en mécanique classique, on a une nouvelle fonction d'onde en impulsion. Psi tilde de P et de T. On en prend le carré, puis on prend l'air sous la courbe pour connaître la probabilité d'avoir une quantité de mouvement dans un intervalle donné. Et donc, si en mécanique classique on pouvait obtenir P à partir de x, se pose alors la question fatidique, comment obtient-on psi tilde à partir de psi? On en fait la transformée de Fourier. Et donc, de même, on obtient psi en faisant la transformée de Fourier de psi tilde, avec une différence de signe, pour la même raison qu'en mécanique classique. Ce sont des variables conjuguées. La position et la quantité de mouvement se métamorphosent l'une en l'autre par la transformée de Fourier. Très bon Flocktober à tous. Voilà, merci de m'avoir écouté, j'espère que c'était compréhensible et appréciable. Je précise que je suis en L3 de physique, donc je suis pas du tout expert de ce dont je parle, mais j'essaye d'en parler au maximum de ce que je comprends et de ce qui m'intéresse. Voilà, et bien à plus.